L'argent, la monnaie, n'est qu'une application de la blockchain. Et c'est pas nécessairement la plus intéressante. Mais c'était encore sinistré, c'était encore la catastrophe. Par contre, les opportunités étaient là. On a pu prendre un immeuble de 70 unités pour $1. Aujourd'hui, dans une propriété, on va dire de $100 000, pour donner un exemple, on a à peu près 800 à 1000 token holders dans 150 pays différents. Et on a trouvé cette approche à un airdrop très innovante, très fair play pour tout le monde. On n'en est qu'au début de la tokenisation d'actifs réels. Tout le monde le sent. Il y a un tsunami qui arrive, tout le monde le dit. Bonjour à tous, je suis Grégory Moëguitar du JDC et aujourd'hui un nouvel épisode de podcast en compagnie de Jean-Marc Jacobson de Realty. Bonjour Jean-Marc. Enchanté d'être là. Ouais, très content aussi de t'avoir. Alors je précise avant qu'on attaque l'épisode que c'est une collaboration commerciale et qu'on est donc soutenu par Realty qui nous permet de faire notre travail au quotidien. Donc on remercie Realty. Et cette petite mention passée, on va donc attaquer le cœur du podcast, à savoir commencer par le début et faire un peu connaissance. Jean-Marc, pour ceux qui te connaîtraient pas, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais ? Avec plaisir. Je suis canadien. Déjà, on va démarrer par ça. Donc, nous étions, mon frère et moi, je travaille avec mon frère. Donc, on est associés dans tout, frère, pas par choix, mais associés par choix. Je le précise parce que c'est pas évident de travailler en famille. On sait comment appuyer les boutons pour s'énerver l'un l'autre, mais on a vraiment des qualités complémentaires. Nous étions à Montréal quand il y avait cette crise dans les années 90, une crise politique profonde, où le Québec devait faire sécession de la fédération. Et donc, il y avait un exode de business, d'entreprises et de cadres qui partaient du Québec vers l'Ontario. Ça a créé une chute des prix immobiliers, une crise immobilière profonde. Et à ce moment-là, mon frère et moi avons décidé donc d'investir dans de l'immobilier à Montréal et au Québec en général. C'était notre début de nos investissements immobiliers. Nous étions bien jeunes. Et on avait du mal à être pris au sérieux parce que tout le monde vendait. Et nous, on était les seuls à acheter. C'était ça. Mais c'est important à dire parce que ça a vraiment formé notre perspective d'investissement immobilier. Donc, on achète quand tout le monde voulait vendre. Même nos avocats nous ont dit, vous êtes sûr que vous savez que c'est là que vous voulez acheter? Ça nous a permis, en étant jeunes, d'acheter des propriétés pas chères parce que tout le monde voulait vendre. Donc, on a pu avoir de belles opportunités. Et surtout, le marché nous a porté après. C'est-à-dire on était néophytes, on connaissait pas l'immobilier. On a pu apprendre, faire pas mal d'erreurs qu'il y a dans le livre de la gestion. Et malgré ça, le marché nous a apporté, donc on a pu survivre ces erreurs et grandir malgré nos erreurs de début. Donc, pour nous, et c'est quelque chose qu'on a répliqué après dans notre vie immobilière. Donc, on vient véritablement du monde immobilier. Donc, notre philosophie a toujours été de trouver des marchés déprimés sur lesquels on peut se positionner et attendre ou aider à le développer. Et ça, c'est ce qu'on a répliqué. D'abord, on a commencé par Montréal, mais on sait ce qu'on a répliqué après par la suite et ce qu'on a continué à faire avec Realty, d'ailleurs, quand on a choisi l'endroit où investir au début. Donc, on vient du monde immobilier, comme je le dis. On a investi d'abord au Québec, ensuite à travers le Canada, puis aux États-Unis. Et on a grandi un portefeuille immobilier qui est devenu assez important. Toute proportion gardée pour un portefeuille privé, c'était gros. On l'a vendu, la plupart, le gros du portefeuille, on l'a vendu en 2006, 2007. Alors, tout le monde dit oui, c'est super, il y a la crise de 2008, tu as vu venir, etc. Non, j'ai rien vu venir, c'est pas vrai. On a vendu parce qu'on a une très belle opportunité, on a une très belle offre. Et effectivement, sur le portefeuille américain, c'était génial. Sur le portefeuille canadien, sachez une chose, c'est que l'immobilier canadien qui avait bien progressé depuis la crise donc de Québec jusqu'en 2008, à partir de 2008, l'immobilier canadien a explosé. Et quand je dis explosé, il y a des courbes que vous pouvez retrouver sur YouTube qui sont incroyables, qui montrent que le Canada, qui avait des lois de financement très différentes des États-Unis, eh bien, on a bien profité. Alors, est-ce que je regrette? Non. C'était une belle transaction. On a vendu à temps et on a bien vendu. Est-ce qu'on aurait pu faire plus en gardant? Certes. Mais c'est pareil dans tout dans la vie.
Ce qu'il faut, c'est se dire, we had a good run, on a eu une belle transaction, on prend notre truc et on va de l'avant. Il n'y a pas de regret. Alors c'est déjà une bonne chose de le dire, mais ça, on va en reparler un petit peu après aussi sur le versant crypto. Peut-être revenir juste un peu en arrière sur le moment où vous vous êtes vraiment lancé. Comme tu le disais, donc vous avez traversé un certain nombre de difficultés. Peut-être un peu, si tu peux nous dire quel genre de difficultés précisément, au-delà du fait que effectivement on a probablement dû vous prendre un petit peu pour des fous quand vous avez dit oui, tout s'effondre, mais moi j'ai envie d'acheter. Alors, quand on a décidé d'aller acheter, alors on négociait bien sûr les prix, on était jeunes, on s'imaginait qu'il fallait négocier dur, etc. Mais la réalité est que les prix étaient déjà tellement bas qu'on finissait par faire des accords assez rapidement. Ouais. Par exemple, il y a eu une propriété dans le ghetto de McGill, qui est vraiment près du downtown. On appelle ça le ghetto de McGill, mais c'est pas un ghetto. C'est fantastique comme location. On a pu acheter un immeuble de 78 unités. Oui. Donc c'est le quartier étudiant, on va dire, c'est l'équivalent de Saint-Germain à Paris. On a pu prendre un immeuble de 70 unités pour $1. Donc c'est pas beaucoup. Par contre, c'est vrai que ça venait avec un bagage, une hypothèque infernale qu'il fallait savoir gérer. Donc on ne connaissait pas grand-chose, mais il fallait savoir gérer, il fallait savoir le renégocier, etc. Ce qu'on a fait avec de l'aide. Et là où des difficultés, par exemple, qu'on a eues, c'est dans les rénovations. On a réussi à négocier des sommes d'argent pour rénover. Donc on avait l'argent pour le faire. Oui. Alors je parle pas des ennuis qu'on a eu avec les contracteurs, avec le matériel, avec tout ça. On était tout nouveau dedans, mais on a réussi. Par contre, on ne savait pas que malgré les rénovations excellentes qu'on a fait, on était les seuls à le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas augmenter en proportion des rénovations. C'est plafonné par pourcentage par an. Un petit détail, mais qui a quand même affecté notre trésorerie, notre fonds de roulement sur à peu près 4 ans avant qu'on puisse arriver au niveau. Donc, on a fait des petites erreurs au début, mais ça ne nous a pas empêché de grandir, d'être soutenu par le marché. On a fait 18 acquisitions en presque 20 mois. Donc, ça a été rapide au début. C'était facile. C'était ça un peu l'avantage aussi d'être dans un marché déprimé. Ça permet de faire ce que moi j'appelle le glouton. C'est-à-dire, on voit, oui, d'accord, j'aime bien, on y va, on achète, on va à la prochaine. Ouais. C'était ça le but. Après, bon, faut gérer, faut consolider. Il y a tout ce travail de fourmi qui est important dans la vie. Faut pas dire j'ai une vision, j'y vais, c'est ce qui compte. Non. Il faut avoir cette vision peut-être ou cette décision, mais surtout, faut baisser le nez et travailler. Et ça, c'est ce qu'on a fait, mon frère et moi, pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'on ait ces appels de la banque pour refinancer. On a été surpris de ce qu'on avait quand même créé, mais quand on est pris dans le circuit, quand on est pris dans le travail, on ne relève pas vraiment la tête. Et on a eu cette offre qui est venue pour acheter une belle partie du portefeuille, d'un REIT d'ailleurs. Et voilà, puis ça s'est fait. Et alors, comment ça se fait qu'on vous retrouve dans l'écosystème crypto? Alors, pas si longtemps après, en définitive, parce que vous êtes quand même parmi les premiers à vous être intéressés au sujet de Bitcoin. Tu vas nous en parler, mais vous avez monté notamment l'ambassade Bitcoin au Québec. Oui. Donc, comment vous faites cette transition? Pourquoi vous vous intéressez au Bitcoin à cette époque? Le Bitcoin qui est tout naissant, qui vaut presque rien. Pourquoi vous vous dites, bah tiens, on y va? Alors, on avait vendu le portefeuille, je me retrouvais à Miami, mon frère vit, et j'ai vécu là-bas quelque temps. Et on avait un nouveau projet, on cherchait à faire quelque chose, et on continuait l'immobilier, mais au lance-pierre. C'était plus une foncière, c'était plus une construction, il y a une opportunité, on achète, on revend. Fixer-upper, on appelle ça marchand de biens, je pense ici. On faisait un peu ce genre d'opération. Mais on regardait autre chose à faire quand même. On voulait à l'époque rendre l'or liquide sur Internet. C'était ça le but. On imaginait déjà un grand dépôt avec des caméras, avec des lingots attitrés à des personnes, avec un numéro de référence, les caméras dessus qu'on peut voir sur Internet. On achète et puis ça permettrait d'avoir une unité qui serait complètement collatéralisée par un lingot qu'on peut voir en ligne. Seulement voilà, cette idée merveilleuse avait déjà été faite. Il y avait eGold, et il y en avait aussi un autre, et les deux étaient américains, et les deux ont très mal fini. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, c'était considéré comme créer une nouvelle monnaie. Or ça, c'est la prérogative du gouvernement. Et ils se sont battus, surtout l'un d'entre eux qui était un oncologue, qui a eu cette idée, eGold,
Et il s'est battu en disant ce n'est pas de la monnaie, c'est des commodities. C'est comme le sucre, l'or, le pain, voilà, c'est pas une monnaie. De matière première, voilà. Pas, le e-gold n'est pas une monnaie, c'est une matière première. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Après 10 ans de bataille qu'il a ruiné, il a tout perdu. Mais dans son témoignage de fin, il dit je laisse la place à ces nouvelles technologies qui apparaissent, dont Bitcoin. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mot Bitcoin. Donc, de fil en aiguille, à travers les recherches, donc on n'a jamais démarré le projet d'or sur Internet, mais en lisant, en faisant mes recherches, on a découvert ça. On a été voir ce que c'est quand même, curieux quand même. Alors au début, comme tout le monde, je pensais que c'était une arnaque. Hein. Voilà, comme tout le monde. Tout le monde à cette époque, tous ceux qui lisaient la première réaction, c'est une nouvelle arnaque sur Internet. Et finalement, j'ai downloadé le white paper que j'ai lu, qui est facile. Hein. C'est pas, on fait abstraction des formules, on fait abstraction des trucs, on lit simplement le document. Et il amène quand même des réponses assez élégantes à tous les soucis qu'on peut avoir, ou la plupart d'entre eux. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça perd d'essayer? Donc j'ai essayé de miner avec mon laptop. Ça n'a pas marché. On était déjà au niveau des cartes graphiques. Donc c'était fin 2011. Oui. Donc on a acheté une carte graphique qu'on a commandée en ligne, on a reçu, et on a commencé à miner. Et de là, on a vendu les bitcoins qu'on a minés sur Mt. Gox à l'époque, c'était vraiment le groupe le plus grand. On a acheté 2 cartes graphiques, puis 4, puis 60, puis etc. jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 7 data centers plein de cartes graphiques où on minait. Puis on a suivi l'évolution, cartes graphiques, ASICs, d'abord les cartes graphiques, les FPGAs, les ASICs, les 32 nanomètres, les 24 nanomètres, etc. On a commencé à réduire de plus en plus de puissance. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le monde Bitcoin, où on s'est pris vraiment de passion pour tant et si bien qu'en 2013, on a décidé de dédier, parce qu'on les minait, mais il fallait quand même évangéliser le Bitcoin. Il fallait montrer que c'est pas le diable. Remettez-vous dans l'époque où... Je vais vous donner une anecdote pour vous expliquer comme c'était diabolisé. Je viens du monde immobilier, comme je viens de le dire. J'étais donc bien vu des banques. Mon meilleur pote, c'était mon banquier. Ok, je lui parlais tous les jours. C'est lui qui me permettait de faire les acquisitions. On revend, on reste en très bon contact, puisque M. Jacobson venait par ici, etc. Tout va bien. Je viens vers lui un jour avec un plan de créer une mine au Canada. Bon, pas une mine d'or, mais une mine Bitcoin, évidemment. Bien sûr. Avec un investissement de 15 millions de dollars canadiens, et les prospects de rentabilité étaient incroyables. Eh bien, depuis ce jour-là, j'arrivais même pas à passer le mur de la secrétaire. Il m'a parlé, je l'ai appelé en privé sur son cellulaire à la fin de la journée, et il m'a simplement dit, tant que tu es dans cette industrie, la banque ne fera rien pour toi. Donc, c'est quand même un choc pour quelqu'un qui a toujours été bien vu des banques d'être traité de la sorte. Donc, on s'est dit, il faut quand même évangéliser, il faut expliquer ce que c'est. Et donc, on a pris un de nos immeubles qui nous restait, petit immeuble de 3 étages, hein, c'est tout, sur le boulevard Saint-Laurent, et on l'a dédié à la communauté Bitcoin. On l'appelait l'ambassade Bitcoin, c'est la première du monde, en 2013. Et là-bas, le but, c'était de faire d'abord d'accueillir tous ceux qui étaient Bitcoiners. Donc, ils avaient un bureau, ils avaient Internet, ils avaient ce qu'ils voulaient. Et ils devaient en échange donner des cours et faire des meet-up les week-ends. Et c'était phénoménal et fantastique. Parce qu'à l'époque, pour y revenir, et tu fais bien de le préciser, c'était vraiment, même dire que c'était émergent, ça cadre même pas avec là où on était. Vous étiez littéralement, quand vous avez acheté vos premiers bitcoins, il n'y avait pas grand chose d'autre à part le forum en réalité. Bitcoin Talk. Bitcoin Talk. Il y avait Absolument. littéralement presque que ça. Et même à l'époque, je pense quand vous êtes, oui, c'était même l'époque des tout premiers scams. Absolument. C'était sur ce forum, c'était quoi, Pirate 40 qui multipliait les Pirate bitcoins, 40, qui était un Ponzi. Voilà, exactement. Un Ponzi. C'était Sovereign Trust, Sovereign Credit and Trust de Pirate at 40 ou 40 Donc Pirate. vous avez vraiment tout eu depuis le début, quoi, quasiment. Vraiment la taille du marché de Bitcoin, je me souviens quand elle a atteint 30 millions de dollars. La taille du marché. D'accord? Donc on était vraiment, c'était au début. Et on s'est vraiment pris de passion. Et moi, j'ai eu cette épiphanie un jour quand j'ai retiré des bitcoins d'un cold wallet à Montréal en plein milieu de la nuit. Donc des bitcoins qui n'avaient jamais touché Internet. Jamais. Et je les ai retirés. Je me suis dit, bon, c'est clair que je veux faire ça de ma vie. Donc on s'est lancé dedans. On a grandi avec l'écosystème. On a touché un peu à tout. Et on a eu des enfers aussi avec l'administration, la fiscalité américaine, qui n'était pas
qui comprenaient pas et qui n'ont pas été nécessairement cool, avec les lois, les régulateurs qui connaissaient pas non plus, et avec l'image noire qu'avait Bitcoin. Donc le but était vraiment d'envoyer des délégations au gouvernement canadien, bon, sur tout ça, ce qu'on a fait, et d'essayer d'expliquer. Et de fil en aiguille, en grandissant dans cet écosystème, on a vu l'arrivée d'Ethereum. Et comprenez bien, quand on était à l'ambassade Bitcoin, on parlait donc entre nous, c'était surtout des jeunes, plus jeunes que moi, mais ils étaient là-bas. Et on parlait, et ils disaient, on a tous vu que l'argent, la monnaie, n'est qu'une application de la blockchain. Et c'est pas nécessairement la plus intéressante. Et on a tout de suite, alors il y avait la musique, il y avait des choses, les droits d'auteur, tout était imaginé. Mais la blockchain de Bitcoin est un enfer à programmer. Alors oui, c'est de l'argent programmable, mais ça a été dessiné pour être de l'argent. N'oublions pas ça. Oui, c'est ça. Ça a été dessiné pour être du digital cash. Donc, en faire autre chose, c'est pas facile. Il n'y a pas de scripting language. Il n'y a pas de langage dans lequel on peut programmer. Ça a été un enfer et ça a bloqué les efforts jusqu'à l'avènement d'Ethereum. Ethereum est venu avec son langage, Solidity, et ça a permis pour nous de franchir le pas technologique pour pouvoir dire on peut rejoindre l'immobilier et la blockchain enfin, grâce à cette technologie. Donc ça, c'était à peu près en quelle année? 2016. 2016. 2015, 2016, 2016. Seulement, voilà, c'est bien beau de le dire, mais après, il n'y a pas nécessairement la reconnaissance juridique. Alors moi, je peux dire, bah voici, regarde, t'as un token, ça représente une partie de ce bien. Mais si je suis le seul à le dire, quand il y a un problème, et dans l'immobilier, il y a toujours des problèmes, eh bien, comment faire valoir son droit? Le juridique derrière n'était pas du tout au rendez-vous. Il a fallu attendre 2018, donc le temps est passé quand même. 2018, novembre 2018, pour qu'un de nos avocats américains nous appelle pour nous dire qu'il y a eu quand même un précédent aux États-Unis où un juge, j'ai jamais retrouvé le cas d'ailleurs, un juge a reconnu la tokenisation d'une LLC, de part de LLC. Alors LLC pour... c'est les SARL. Ouais, c'est un équivalent des SARL, Voilà. ok. Donc on dit pas des actions, on dit des parts, ce sont des parts sociales, mais donc il a reconnu que le gars qui avait un token et un contrat signé en plus avait bien des parts sociales de la LLC à travers son token. Eh bien ça a été absolument fondamental dans l'existence de Realty. À ce moment-là, on a décidé de créer Realty. Donc, il y a eu du travail, il y a eu des recherches. Donc ça, c'était en novembre 2018. Donc, le temps de faire les contrats, de voir le projet, de voir s'il était viable économiquement. En février 2019, à la Saint-Valentin, on savait que ça allait être notre prochain amour. On a incorporé Realty, dont le but était simple. Créer une LLC, acheter un bien immobilier avec et tokeniser les parts de la LLC. Et surtout, remettre ces parts de LLC profondément dans l'écosystème blockchain. Web 3, ce qu'on n'appelait pas encore le Web 3 d'ailleurs, c'était au tout début, mais vraiment profiter des protocoles qui existaient. Pas simplement de dire vous avez une part d'immeuble, mais utiliser les technologies de blockchain. Et ça a été la naissance de Realty. Et alors, comment on passe d'un petit projet qui débute comme ça à aujourd'hui alors, je ne sais pas si le terme mastodonte correspond, mais vous avez, on en discutait un peu en off, un peu plus de 100 millions de dollars d'actifs immobiliers tokenisés aujourd'hui. On rediscutera un peu plus des modalités de comment vous avez fait ça, de comment c'est structuré après, mais en gros là, quand tu regardes les années qui sont passées, ton feedback peut-être, ton ressenti. Ça a été c'est toujours d'ailleurs une sacrée aventure. Ça demande énormément de concentration, ça va vite. Ça va très vite. C'est une industrie qui va très vite. Et c'est à la fois une bénédiction et à la fois épuisant. Parce que de temps en temps, on va dans une direction et quand on atteint le but, c'est déjà obsolète ou c'est pas du tout la direction que l'industrie a pris. Et d'un autre côté, on est constamment en renouvellement. Et ça permet de faire des choses, de tenter quelque chose et parce que ça va vite, de rapidement voir le résultat. Et ça, c'est gratifiant. Donc, si j'ai un conseil à donner à des jeunes, c'est qui aiment le travail aussi, c'est de trouver une industrie qui va vite et de se concentrer dedans. Donc, ça, c'est mon ressenti. Maintenant, comment est-ce qu'on a grandi? Au début, on a acquis la première propriété nous-mêmes, mon frère et moi, qu'on a mis
On voulait pas, on savait pas ce que ça allait donner. On voulait pas faire des promesses à un propriétaire, à un landlord et lui dire voici ce qui va se passer, on ne savait pas. Ouais. On l'a acheté, on l'a rénové, on a tout décrit dans le prospectus, on l'a acheté à tel prix, on a fait telle rénovation, c'était le tout premier, Marlowe's, qui est différent de tous les autres prospectus d'ailleurs, parce que c'était comme ça. Et on a essayé donc de la tokeniser et d'en parler avec des amis sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, notre première cible, c'était les gens qui sont dans la crypto, parce qu'ils comprennent le concept de token. Oui, instantanément, évidemment. C'est Donc, parlant. ça n'a pas été facile au début. Et la réalité, c'est qu'en septembre, on avait commencé en juin. En septembre, on n'avait pas vendu beaucoup. Et on s'est dit, bon, les gens ne comprennent pas, ou est-ce qu'ils en veulent pas? N'oublions pas que le rendement, le yield sur immobilier ne se comparait pas à ce qu'on pouvait trouver dans la techno, ou surtout dans les cryptos. Et comme notre cible était les premiers, c'était les cryptos, parce qu'ils comprennent le token, eux, ils sont habitués à des rendements qui défient ce qu'on peut faire en immobilier. Donc, ils se sont dit, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps avec un token qui va me rapporter? Quand même, à l'époque, c'était sur D3, on avait 13%. Aujourd'hui, on est à 9%. Mais on pouvait aller chercher ça. Mais ils n'étaient pas nécessairement intéressés par ça. Et c'est quand on a expliqué les avantages d'un token sur blockchain, justement immobilier, d'accord, c'est un actif réel, mais qui peut utiliser les protocoles qui existent dans le Web3, que ça a vraiment pris son essor. C'est-à-dire, je donne un exemple concret, en novembre 2019, donc, on a été les premiers security tokens, donc tokens de valeur mobilière, ce qu'on appelle aujourd'hui les security tokens, dans Uniswap. Alors, on a travaillé 1 mois avec Jayden, on a essayé pour s'assurer que toutes les conditions restent réunies, malgré le fait que ce soit sur index, que ça reste, toutes les caractéristiques d'une valeur mobilière, donc d'un titre financier, puissent être respectées. Mais ça a été assez rapide, et on l'a fait. Et ça, je pense, ça a ouvert l'esprit à tous les gens qui faisaient la crypto en disant on comprend maintenant l'avantage des actifs réels sur la blockchain. Alors, le nom de la compagnie, c'est Real Token Inc. dont le but était de faire des actifs réels, Real Token. On a commencé par l'immobilier parce que on fait ce qu'on connaît. Normal. Voilà. Et mon frère et moi, on connaît l'immobilier. On fait de l'immobilier pour faire la preuve du concept. Voilà. Donc, et c'est quelque chose qu'on savait qu'on pouvait dire ce qu'il allait se passer fort de notre expérience. On a quand même une bonne expérience dans l'immobilier. On veut dire, on fait ce qu'on connaît. Voici ce qu'on pense qui va se passer. Voici pourquoi on a choisi tel juridique, tel endroit, telle ville. Et on travaille et regardez le résultat. Maintenant, le but, c'est d'appliquer ce modèle à tous les actifs réels. Quand on le disait depuis 2019, à qui veut l'entendre? On était écoutés, plus ou moins, disant oui, mais bon, on voit pas trop l'intérêt. Depuis que Larry Fink le dit, de BlackRock, là, j'ai une crédibilité, waouh! Et oui, on est un peu moins le fou du village quand, voilà, quand BlackRock dit la même chose, forcément. Exactement. Donc, si on résume sur l'extension, mais sur aujourd'hui ce que vous faites, donc vous achetez des biens ou vous faites financer l'achat de biens par votre communauté d'utilisateurs, de clients. Vous fractionnez un bien en un certain nombre de parts qui permettent grosso modo, si je dis pas de bêtises, d'acheter, de s'exposer à une part de bien à partir de $50. C'est ça. Comme ça, voilà. Ça, c'est représenté par un jeton donc qui est émis sur Ethereum. Et Gnosis, les deux. Les deux. Donc la contrepartie, ça vous permet donc d'acheter le bien, de le rénover et de reverser donc le yield. C'est quoi, toutes les semaines? Déjà oui, effectivement, on le fait financer l'acquisition du bien par la communauté. Sauf quand il est déjà acquis, ce qui est rare maintenant. Ensuite, il y a le budget de rénovation dans la levée initiale, si nécessaire. On prévoit toujours une petite réserve. Il y a une réserve de maintenance et des frais administratifs. Tout ça, c'est levé au début. Ensuite, la propriété, si elle n'est pas stabilisée, on la stabilise. Rénovation, locataire, etc. Et effectivement, les revenus nets sont redistribués hebdomadaires, de façon hebdomadaire au token holder. Alors au début, c'était tous les jours. Ceci dit, c'est devenu trop difficile quand les frais de transaction augmentaient sur Ethereum. C'était plus possible du tout. Et c'est là où on a basculé sur Gnosis, qui était XDAI à l'époque.
Et on a décidé de faire la distribution de façon hebdomadaire et non pas tous les jours. L'idéal, d'après notre Chief Blockchain Officer, ce serait de le faire à chaque bloc. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Peut-être Donc, un jour. c'est juste beaucoup d'administration. Ouais. C'est tout. D'accord. Donc, on le fait de façon hebdomadaire, mais la fréquence de distribution est importante quand on calcule le revenu final. Parce que plus la fréquence est élevée, plus la rentabilité finale aussi est élevée. Parce qu'on peut réinvestir donc ce qu'on reçoit tout de suite dans soit quelque chose qui n'a pas de risque autour des obligations, soit l'utiliser pour réinvestir dans des tokens qui eux aussi ramènent un rendement. Oui. Donc on peut composer les revenus, ce que Realty propose à travers ce qu'on appelle la propriété de réinvestissement. Et ça fait partie de la force de la blockchain. On a aussi créé un service qui est basé sur la technologie de Aave. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus grosse plateforme de lending, donc de prêt en crypto. Leur technologie est open source, donc on a pris leur technologie, on a travaillé aussi avec eux parce que bon, c'est une chose d'être open source, mais après il faut compiler le tout. On a travaillé avec eux pour l'appliquer donc aux titres financiers. Oui. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre votre token, le nantir sur cette plateforme, emprunter donc contre le token que vous avez nanti pour aller acheter d'autres tokens. Vous pourrez acheter un café si vous voulez, mais le but c'est d'acheter d'autres tokens et ça vous le faites en quelques clics. Et une fois que vous avez acheté d'autres tokens, vous pouvez à nouveau les nantir pour aller à nouveau acheter d'autres tokens jusqu'à ce que vous ne puissiez plus parce qu'il y a une certaine loan to value, c'est-à-dire que là aujourd'hui on permet d'emprunter 50% de la valeur, on peut augmenter à 60 ou 80%, mais et au bout d'un moment on peut plus et voilà, et vous êtes entièrement leveragé. Ce qui est important de noter, c'est que aujourd'hui, les propriétés de Realty ne sont pas hypothéquées. On les achète en cash. Donc, quand on dit qu'on a 110 ou 116 millions d'immobilier, c'est en cash. Ça a été acheté sans effet de levier de la banque. Donc, c'est important pour nous de créer un effet de levier, mais au niveau du jeton. Comme ça, ceux qui le veulent peuvent en profiter. Ceux qui sont encore traumatisés par ce qui s'est passé en 2008, n'ont pas à le faire. Donc, mais c'était une décision basée sur ça. Parce qu'au début, on nous a dit, si jamais vous allez créer une crise de 2008 sur stéroïdes. Non. Parce que justement, il n'y a pas cette... C'est vrai que ça a été un débat. D'ailleurs, même, c'était des critiques assez régulières des institutions, même juste à l'encontre des cryptoactifs dans l'ensemble. Et même à l'époque où on n'avait aucune vraie connexion dans le sens de Real World Assets, il y avait cette crainte largement exagérée de contagion en cas d'effondrement des cryptos, comme si le fait d'avoir un Bitcoin divisé par deux allait faire s'effondrer Wall Street. Bon, exactement je ça. pense qu'on a bien vu que c'est pas trop ce qui s'est passé en 2020. C'était pas dans ce sens-là. Ok, super intéressant. Donc en gros, on se retrouve avec un actif immobilier qui est rendu bien plus liquide, plus accessible parce que moins cher, qui permet de récupérer un yield, même juste en achetant une toute petite fraction. Et cette fraction, on peut de toute façon s'en resservir dans l'écosystème Realty qui est très communautaire. Ça, on en reparlera peut-être un peu après, mais c'est vrai que vous avez une communauté très engageante et qui a co-développé avec vous certains outils, notamment le RMM dont tu parlais. Tout à fait. Cette plateforme donc d'emprunt. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est super chouette. Peut-être revenir sur un point qui est un petit peu, on va dire, ça peut questionner quand on se dit, bah tiens, donc là, je vais passer par ça. La blockchain, c'est transparent et ça, c'est chouette. Mais en définitive, on passe toujours par un prestataire. Je pourrais juste acheter des parts de SCPI, passer par un agrégateur de SCPI, par exemple, et j'aurais pas de crypto. Donc, si je veux réinvestir de la crypto, c'est sûr que ça m'oblige à d'abord repasser en fiat, me faire imposer et ensuite revenir là-dessus. Mais en définitive, c'est un peu de la SCPI sur blockchain, même si c'est pas exactement le cas pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Mais vous partagez quand même quelque chose de commun avec ça, c'est tout le côté gestion. Parce que du coup, ça, c'est super pratique pour un de vos clients. Je passe par vous, j'ai à m'occuper de rien, j'ai juste mon jeton, j'ai mon rendement. Comment ça se passe dans les coulisses? Parce que donc vous avez ce bête un peu contrariane de dire je mise sur les localités qui sont majoritairement un peu sinistrées parce que derrière je veux prendre l'upside quand ça va remonter puis j'aide à ça aussi. Faut quelqu'un aussi, j'imagine, sur place pour gérer le bien. Quand il y a un bien, c'est bien. Quand il y en a 2-3, c'est sympa. Ça. Quand vous en arrivez à, vous en avez combien aujourd'hui? On a plus de 1800 unités. Voilà. Alors oui, je précise, unité, c'est pas nécessairement bien parce que ça peut aussi être des multifamilles. Ouais. Par exemple, on peut avoir un multifamille, c'est 30 unités. Ouais, tout à fait. Par contre, on a beaucoup de maisons monofamiliales, une unité, une maison. Ok.
Donc, on parle en unité parce que en fait, c'est le bail, c'est là où il y a le rendement. Mais sinon, en termes de propriété, on en a 580 à peu près. D'accord. Non, très clair. Donc, comment vous avez agencé ça et comment ça se passe? Donc, vous repérez un bien, vous l'achetez, là, vous en avez. Qui s'occupe de la gestion sur place? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est des prestataires en particulier? Comment vous les sélectionnez? Alors, c'est extrêmement important comme question parce que la réalité, c'est que dans l'immobilier, l'argent se fait à l'acquisition et dans la gestion. Ouais. Vraiment. Donc, on peut faire une acquisition merveilleuse. Si la gestion n'est pas derrière, on va le bousiller. C'est tout. Nous, on vient du monde de la gestion immobilière quand même. C'est quand même une expertise que l'on a. Oui. Ceci dit, on a été très clair au tout début de Realty. On ne fait pas la gestion. Point. On vient de ce monde-là, mais on la fait pas nous. Donc, on peut pas tout faire. Et ça prend, la gestion immobilière, c'est très labor intensive. Ça demande beaucoup de monde. C'est très engageant. On peut pas faire, être au four et au moulin à la fois. C'est ça l'expression. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de retenir les services de gestionnaires de propriétés locaux qui ont quand même une bonne réputation ou qui ont un parc immobilier déjà existant sur lequel on peut juger ce qu'ils ont fait. Et surtout, on sait comment les suivre. On connaît les questions à poser, on sait comment faire lire les chiffres qui rendent. On voit tout de suite quand les chiffres baissent là où les problèmes ont été, on peut réagir vite avec eux. On a un dialogue constant avec eux. Donc, quand on a une propriété, effectivement, c'est un métier, c'est assez simple. Quand on a 100, c'est un autre métier. Ça devient plus difficile et on devient ce qu'on appelle asset manager. C'est-à-dire, il y a le property manager, le gestionnaire de propriété, et il y a le gestionnaire des actifs au-dessus de ça, qui peut gérer plusieurs property managers et qui à chaque fois est au courant de ce qui se passe dans chaque endroit, les rénovations qu'il y a eu, les budgets. Quand on est arrivé à un certain niveau, plus élevé encore, on peut changer de stratégie. C'est-à-dire qu'on garde les propriétaires, les gestionnaires de propriétaires locaux, mais on leur enlève une partie du travail qui est la rénovation. Les rénovations, pourquoi? Parce que les gestionnaires de propriété ont leur fee, leurs frais, 8% généralement, c'est la moyenne. Mais là où ils se font vraiment l'argent, c'est sur les rénovations. C'est bien pour eux, mais ça implique que c'est cher pour l'investisseur. Donc, quand on atteint un certain niveau, il est possible de créer une petite équipe, électricien, plombier, maçon, etc., qu'on paye à l'heure ou à la journée ou au mois. Ils sont employés réels d'une société. Et eux, c'est une équipe volante qui va faire des rénovations, les petits trucs de maintenance qui coûtent très cher. Mais en ayant cette équipe volante, on travaille vraiment au coût. Donc, ça permet de faire des économies importantes sur la gestion et de continuer à avoir une rentabilité compétitive, même en grandissant. Parce qu'en général, quand on grandit, la rentabilité décroît parce qu'il y a des process qui viennent, qui s'alourdissent pour la vérification. Puis là, c'est valable dans le sens où quand ça commence à changer, mais dans le sens où la majorité de votre portefeuille, il est assez localisé à Détroit, dans la région, donc vous avez ce réseau là-bas, quoi. Alors ça, c'est notre modèle. C'est exactement ça, bravo. C'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, ça commence à changer, mais ça change de la même façon. C'est-à-dire qu'on grandit par cercle concentrique où justement, on va dans un endroit, on a mis du temps à identifier l'endroit. On n'a pas choisi Détroit parce que c'est cool. C'était pas cool. Par contre, c'est la première ville qui a fait faillite aux États-Unis. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que je voulais te demander aussi, tu vois, comment on vous regarde quand vous vous dites, bah voilà, moi, mon plan, c'est quoi? C'est d'aller, en gros, faire main basse sur une partie de Détroit, à un moment où Détroit, ça fait plusieurs années que ça s'effondre continuellement. Pour tout un tas de raisons, c'est catastrophique. Et vous arrivez, vous dites, c'est catastrophique, mais je prends le pari que ça va se passer dans l'autre sens. Alors non, quand on a investi dans Détroit, ça s'effondrait pas continuellement. Ça s'était complètement effondré, c'était capitulé. Mais c'était déjà en train de redémarrer. C'est-à-dire qu'on voyait déjà des gros investisseurs qui commençaient à acheter. Donc Gilbert qui a fait TurboTax, etc., qui lui vient de Détroit, qui avait commencé à investir massivement déjà dans Détroit. Donc on n'était pas les premiers à venir sur le terrain de Détroit, mais c'était encore sinistré, c'était encore la catastrophe. Par contre, les opportunités étaient là. Alors comment est-ce qu'on nous regarde? Ceux qui cherchent un rendement, qui cherchent à travailler l'immobilier comprennent. Ceux qui veulent être fiers d'avoir le penthouse à New York, à Manhattan, le montrer sur papier glacé, ils nous regardent un peu avec qu'est-ce qu'ils vendent. Moi, j'achèterai jamais ça. Bon, est-ce qu'on veut faire un investissement pérenne dans le temps ou est-ce qu'on veut se faire plaisir? C'est deux attitudes différentes. Les deux, ce qu'on appelle les deux sont valables. Bragging rights, c'est-à-dire les droits de se vanter, ça a une valeur. Je veux dire, acheter un penthouse à Manhattan, ça va rapporter du 0%.
ou du 1%. Par contre, dans le temps, oui, quand on va le revendre, ça aura pris de la valeur. Mais il faut attendre. À Détroit, on avait l'avantage d'espérer avoir les deux. Ouais. La rentabilité et, puisque c'était déjà capitulé, ça s'était complètement écrasé, d'avoir le upside. C'est pour ça qu'on a choisi Détroit. Mais après, quand on se diversifie maintenant, notre but est de se diversifier aussi en cercle concentrique. Okay. On va dans un endroit, on le choisit, on grandit là-bas pour avoir une certaine économie d'échelle. Prenez le même modèle que vous avez jusqu'à ce qu'on puisse avoir notre équipe de gens qui font des rénovations. Après, on peut regarder ailleurs et on en crée un autre. C'est ça le but. Ouais. Donc vous avez lancé à Détroit, développé sur Détroit. Une dernière question qui est un peu relative à la location. C'est pas la gestion, on va dire, du bien. Des merdes, ça arrive. Pour le dire simplement, ça arrive même tout le temps. Comment on gère justement des merdes plus ou moins monumentales qui peuvent forcément vont affecter le rendement si vous avez, alors vous en aviez parlé, une fois que vous avez eu une propriété qui a littéralement brûlé. Au tout début de Realty. Voilà, au tout début, donc super. Ou j'imagine aussi tout simplement des locataires en situation vraiment compliquée qui vont juste arrêter de payer. Bien sûr. Alors là-dessus, t'en parleras mieux que moi. Je sais plus si c'est toujours le cas, mais il me semble me souvenir qu'en 2019, quand vous aviez lancé, il y avait ce levier de section 8. C'est exactement ça. En gros, les biens étaient quand même globalement couverts par l'État s'il y avait un défaut du locataire. Je vais te laisser plutôt répondre. Comment on gère les catastrophes? Alors, dans l'immobilier, il y a plusieurs types de rénovations qui peuvent arriver. Il y a les petites rénovations au jour le jour. Donc, il faut quand même avoir une réserve de maintenance régulière. Et après, elle est ponctuée sur le revenu brut. Ensuite, il y a des rénovations que l'on peut prévoir dans le temps. On sait que la chaudière va avoir tant d'années. Le toit, il a déjà 15 ans. Dans 5 ans, il faut le refaire s'il a été fait d'une telle façon. Il a 10 ans de plus s'il a été fait d'une autre façon. Mais on peut prévoir ces rénovations. Donc, on peut créer les budgets où, au moment de la levée, on peut déjà prévoir ce budget de rénovation qui va arriver. Et ensuite, il y a la troisième, qui est les catastrophes qu'on n'avait pas prévues. Les catastrophes, par exemple, un immeuble qui prend feu. Ça nous est arrivé au tout début de Realty, c'était quand même très embêtant. Parce que là, effectivement, il n'y a plus de rentabilité. Par contre, toutes les propriétés sont quand même assurées. Il y a une assurance. Donc, dans ce cas-là, l'assurance rentre en jeu. Il n'y a pas de distribution de loyer parce qu'il n'y en a pas pendant ce temps-là. Mais l'argent de l'assurance permet de rénover toute la propriété. Donc, on a une propriété neuve, ça a mis 6 mois, 7 mois. Mais après, on avait une propriété neuve, on a pu mieux la louer et le cycle reprend et le travail reprend. Ça arrive. C'est rare, ça arrive. Voilà. Après, il y a un autre type, c'est quand la catastrophe est assez importante pour affecter le revenu, mais la compagnie d'assurance hésite un peu ou met beaucoup de temps ou ne donne pas assez. Dans ce cas-là, on peut faire appel à des investisseurs qui vont prêter de l'argent pour faire les rénovations. Ils seront remboursés sur le loyer. Ce n'est jamais arrivé. C'était prévu dans le prospectus. Donc, on avait des gens des amis de l'industrie immobilière qui étaient prêts à mettre une disposition, à prêter de l'argent. On n'a jamais eu à faire appel à eux. Jusque-là, c'est un cas de figure qu'on n'a pas eu. On a eu tous les autres, tous les autres. En ce qui concerne les locataires qui ne payent pas, ça arrive toujours. Au début, on s'était prémunis, oui, je crois que c'est le mot, de cette éventualité en louant qu'à des sections 8 qui sont des revenus subventionnés par l'État, qui sont des loyers subventionnés par l'État. C'est pas une partie, c'est vraiment le loyer payé par l'État. Alors effectivement, il y a des locataires qui gagnent déjà de l'argent, ils sont en section 8, donc le gouvernement paye 60% du loyer. Mais donc il n'y a pas ce concept de collecte. C'est le gouvernement qui tous les mois donne directement dans le compte le loyer. Par contre, c'est une gestion plus intensive, c'est une gestion de maintenance, c'est une gestion de communauté aussi à gérer après. Il y a du travail. Mais au tout début, ça nous a permis quand même d'enlever un élément, tout en sachant que le rendement était déjà excellent. C'est vrai que quand on est en section 8, on ne peut pas augmenter comme on veut. On est contrôlé. Si on veut augmenter de façon sauvage, comme le marché le permet aux États-Unis, on perd la section 8. Mais au début, ça nous convenait très bien. Le rendement était quand même à 13, c'est excellent. Et ça, vous l'avez shifté depuis. Alors, on le continue à le faire, mais ce n'est plus la règle. C'est-à-dire qu'on le fait quand il y a l'occasion ou quand c'est possible, mais on fait aussi plein de propriétés qui ne le sont pas et on s'adapte au marché. Parce que pour aujourd'hui, au début, on avait été à 13, je l'ai dit plusieurs fois,
c'est bien sympa. Aujourd'hui, on est à 9 et on a du mal à atteindre 9. Et si jamais on fait section 8, on n'y arrivera pas parce que les loyers sont trop contrôlés. Donc, Il y a quelque chose que vous faisiez au tout début. Moi, je me rappelle quand j'avais Oui. testé justement Oui. Realty, parce que on a des gens au JDC qui sont intéressés par cette thématique-là de tokenisation et qui sont, je pense qu'ils vous suivent depuis le début. Euh, vous faisiez on va dire, un espèce de coffre de secours qui était abondé dès le début, qui était on-chain et que vous Oui. mettiez, je crois, sur Compound. Comme C'est ça, en plus, exactement il y avait ça. du rendement et ça permettait de dire, voilà, si jamais on a un souci sur cette propriété-là, voilà le coffre qui va avec et on peut se prémunir avec. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez gardé ou est-ce que ça fonctionne différemment aujourd'hui? Alors, l'idée était géniale. C'est-à-dire, quand on fait la levée, comme j'ai dit, il y a la réserve de rénovation Ouais. que l'on lève en même temps. Nous, on s'est dit, génial, pour un souci de transparence, cette réserve, on va la mettre sur blockchain et pour qu'elle rapporte de l'argent, on la met sur Compound. Oui, comme Comme ça, il y a des intérêts, ça grandit dans le temps et tout le monde est content. L'enfer a été dans la gestion. Ok. L'enfer a été dans la gestion parce que le property manager a toujours besoin de fonds réguliers pour la maintenance, pour les trucs, pour les rénovations. Le fait de le mettre sur Compound, mais après de devoir, parce que j'envoie pas des cryptos au property manager, il s'en fout de recevoir des USDC ou de recevoir quoi que ce soit. Donc après, vous Il devez veut- le il veut des ramener dollars. sur, c'était quoi, Coinbase Commerce, On doit le ramener sur Coinbase prestataire? Commerce. Ensuite, on doit le transférer à la banque, qui leur renvoie un truc. En fait, tous les intérêts qu'on pouvait gagner d'abord étaient plus que mangés par les frais de transaction et par les virements et par tout ça. Mhm. En plus, quand c'était des petits montants qu'il fallait faire en urgence, ben, ça marchait pas. C'était juste trop coûteux. Ok. Et c'était juste plus rentable et un enfer de gestion. Donc on a arrêté. Par contre, on va le réactive on reprend ce concept maintenant, Ouais, plus ouais. avec Compound, mais avec notre RMM. Ok. On donne de la liquidité parce que l'avantage du RMM, c'est que c'est décentralisé. Le RMM, je le rappelle, c'est la plateforme d'emprunt Mhm. où on peut nantir son token. Mhm. Mais comme c'est décentralisé, on peut être à la fois prêteur ou emprunteur. On peut faire les deux ou être les deux en même temps. Ouais, tout à fait. Donc, là, on revient avec ce système où, dans certains cas de figure, il est préférable de lever de l'argent en amont, le mettre sur le RMM, en attendant que la promotion immobilière se termine. Donc, on a un rendement, on a déjà les réserves, parce que vous savez comment ça marche dans la promotion immobilière. On fait la phase 1, donc on met d'abord le dépôt, 10%. Ensuite, ils construisent un peu. Ensuite, ils font un appel de fonds et ils construisent un peu. Donc, la courbe de trésorerie, elle fait ça. À chaque fois qu'on atteint un certain seuil, appel de fonds, il faut y aller, sinon on perd ce qu'on a mis. Ouais. Faire un appel de fonds sur des milliers de token holders qui ont une participation dedans, c'est pas possible. Donc le but est de faire une levée en amont du montant estimé total. Alors il y a des surprises en promotion, mais on essaie quand même d'être professionnel. Et cette somme-là serait mise sur le RMM et donc générerait des revenus. D'accord. Alors on l'a pas encore fait, mais c'est ce qu'on regarde à faire Ouais. justement dans un futur très Peut-être proche. pour bientôt. Exactement. C'est un scoop. Bah écoute, merci pour la primeur de l'info. Il y a des avantages à la tokenisation par rapport à la fragmentation. Tu as parlé des SCPI, tu n'as pas parlé des REITs, mais c'est quand même Real Estate Investment Trust aux États-Unis. Il y a des fonds immobiliers cotés. La fragmentation immobilière est un bon business. Ça existe. Ce n'est pas la tokenisation. La fragmentation est un aspect de la tokenisation, dans le cas de Realty, mais la fragmentation fonctionne. Et dans certaines juridictions où la tokenisation n'est pas encore bien reconnue, ne permet pas de profiter des protocoles du Web3, la fragmentation est une bonne solution. C'est un bon business, je le pense. Ouais, ouais. Maintenant, la tokenisation permet de faire d'autres choses. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Mais une des choses que l'on peut faire avec la tokenisation aussi, c'est l'aspect d'internationalisation. Aujourd'hui, dans une propriété, on va dire de $100 000, pour donner un exemple, Ouais. on a à peu près 800 à 1000 token holders Ouais. dans 150 pays différents. Ça, c'est pas trop possible de le faire avec une SCPI en France, c'est pas trop possible de le faire avec un fonds coté, c'est un enfer administratif. Ouais. Tandis que grâce à la blockchain, on le fait très facilement. Cette distribution aussi hebdomadaire, elle n'existe pas dans les autres types d'investissements fragmentés. Et comme je l'ai dit, la fréquence est importante. Ensuite, le fait d'avoir un marché secondaire assez profond et réactif, qui grandit, qui est pas parfait, mais qui grandit, qui s'améliore chaque mois, Ouais. c'est aussi un avantage. Ensuite vient le RMM et ensuite on peut commencer à imaginer. On n'en est qu'au début de la tokenisation d'actifs réels. Tout le monde le sent. Il y a un tsunami qui arrive, tout le monde le dit. Et il y aura beaucoup d'innovations qui arrivent aussi. On peut imaginer les assurances en ligne, on peut imaginer des programmes de promotion, de développement immobilier en ligne, tout ça sur on-chain, je veux dire. Des votes on-chain, ce qu'on a fait nous quand on a vendu une propriété, on l'a soumis aux token holders qui sont donc
propriétaires. Ouais. On a fait le vote on-chain. Ils ont voté pour le vendre, on l'a fait. On a mis le bien a été vendu, on a récolté l'argent, on a distribué l'argent, on a mis la société en liquidation volontaire, donc pour dissoudre la société. Une fois que c'était fait, on a brûlé les tokens. Exercice terminé. Tout ça, ce sont des choses qui rendent chaque actif indépendant, ce qu'on appelle des freehold. Ouais. Donc, ça permet d'avoir une réactivité au marché beaucoup plus importante aussi. Tout ça, on ne le voit pas quand on fragmente des ensembles comme des fonds. Ouais. Alors maintenant, dans les fonds, il y a des avantages que nous, on n'a pas. Économie des frais administratifs, par exemple. Nous, en ayant une structure corporative par propriété ou par petit groupe de propriétés, on a des frais administratifs beaucoup plus élevés qu'un fonds qui n'a qu'une société à payer, par exemple, les frais d'enregistrement par an. Ouais, forcément. Alors les frais d'enregistrement, c'est rien. C'est $100 par an. Quand on a 500 sociétés. Oui, ça commence à chiffrer un peu quand même. Exactement, là où les autres ne l'ont pas. Donc, il y a des avantages profonds. Il y a quelques désavantages qui, je pense, dans le temps, vont s'amoindrir. Ok, donc du coup, on est quand même plutôt clair, je pense, sur la masse d'avantages que ça peut offrir. Donc, vous étiez sur Détroit. Vous avez ouvert à d'autres endroits, notamment le Panama, il me semble. Hein. Alors, nous avons ouvert dans d'autres villes des États-Unis, notamment Chicago, Montgomery en Alabama. Ouais. Là, on regarde Saint-Louis. Mais effectivement, on quitte, on regarde d'autres pays. On regarde vraiment l'Amérique latine en général. On a commencé avec l'Amérique centrale, avec le Panama, parce que c'est plus proche du dollar, parce que c'est un système qui est quand même plus stable. Ouais. Le problème d'Amérique latine en général, ce n'est pas tant les lois, le juridique, que l'inflation de la monnaie locale. Ouais. Donc, si au bout de 10 ans, on a fait x10, enfin, on a doublé son investissement immobilier, c'est génial, mais si jamais l'inflation a fait en sorte que ça revient à zéro, ça fait mal. Donc, c'est pour ça qu'on prend notre temps et on fait attention. Là, on regarde vraiment le Brésil et la Colombie, mais on travaille dessus, il n'y a pas encore de biens. Par contre, au Panama, il y en a. Et le Panama, on pensait que ça allait être... Nous, quand on fait notre étude sur le Panama, on s'est dit ça va exploser. On n'avait pas réalisé le stigma qu'il y a encore sur le mot Panama, sur le nom Panama, sur la juridiction, avec les Panama Papers, avec tout ça. Il y a une réticence dans des pays occidentaux, des citoyens de pays occidentaux d'investir là-bas, ne serait-ce que pour l'image. Je pense que dans un futur proche, ça va complètement disparaître avec le boom du tourisme qu'il va y avoir là-bas. Ça va être un centre de tourisme qui va rivaliser avec Miami, avec le Mexique, avec certains pays des Caraïbes qui sont des destinations de vacances. Des resorts là-bas sont en pleine expansion et ça va faire un carton. C'est ce que je pense. C'est un bon point que tu soulèves, c'est vous avez tout un montage juridique qui est structuré, qui fonctionne, là on peut le dire très bien depuis, il fonctionne, c'est indiscutable. Pour autant, on pourrait se dire, à la fois une LLC à Détroit, par exemple, et le Panama, c'est un bon exemple aussi, une structure à Détroit, même si c'est légalement reconnu, en tant qu'investisseur qui est pas là-bas, quelle protection j'ai, tu vois, si quelque chose tourne mal. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, j'avais pas réfléchi à ça, effectivement, une localité comme le Panama, vous comptez la développer beaucoup. Tu penses vraiment, Enfin, si jamais il y a une demande, à vrai dire, il y a 3 semaines, je comptais arrêter. Et on avait fait il y a 3 semaines, on avait fait un appel communautaire qu'on fait tous les jeudis. Il y a un appel communautaire où on décrit ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. Et on avait dit, écoutez, le Panama, apparemment, il y a ce stigma du mot, donc on vend trop lentement les tokens, donc on va arrêter. Et il y a eu une véritable levée de la communauté en disant, non, continuons. S'il vous plaît, continuons. Faisons des propriétés plus petites. D'abord, mais on voudrait vraiment continuer, on y croit aussi. Voilà, donc on a décidé de continuer, mais progressivement. À la place d'y aller à fond comme on voulait le faire, on va y aller petit à petit. Et je pense qu'au fur et à mesure où ça se développe, parce que le Panama est en plein développement, et ils sont sur liste blanche pour certaines choses depuis octobre dernier ou novembre dernier. Donc ça change vraiment. Et au fur et à mesure que c'est reconnu comme endroit de vacances, de tourisme, de resort, de luxe, etc., je pense que les investissements seront plus faciles. Maintenant, quelle est la protection ? Alors, quand on a démarré Realty, à l'époque, tout le monde faisait ce qu'on appelle, c'est en 2019, remettons, des utility tokens. Les gens se pliaient et faisaient des contorsions pour ne pas être un titre financier, pour ne pas être une valeur mobilière. Pourquoi ? Parce qu'on doit se soumettre à énormément de conditions et on a un carcan juridique, si on fait des bêtises, qui nous tombe dessus de façon, comme une tonne de briques. Voilà. Donc, tout le monde essaie de dire, on a un utility, vous investissez dans le data de l'immeuble. Je sais pas ce que ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, mais je l'ai entendu, je vous assure, etc. Donc, toutes les excuses pour ne pas être un titre financier. Nous, depuis jour 1, on a dit très bien,
On est véritablement un security token. On est un titre financier et on va se plier à toutes les conditions. Donc, au début, le gros investissement dans Realty, c'était pas nécessairement l'immobilier. C'était pas nécessairement même la tech qu'on a fait avec les plateformes les plus cheap possibles au début. Ouais, hein. ouais, Je le dis avec, là, on change tout. Ouais. C'est un sacré investissement. On aurait pu dire, mais pourquoi pas t'as pas démarré avec des plateformes plus modernes? Bah, parce que ça coûtait cher et on savait pas où ça allait. Aujourd'hui, ça vaut le coup de le faire, cet investissement. Ouais. Mais là où ça coûtait très cher au début, et ça, malheureusement, c'est plus une dépense qu'un investissement peut-être, mais c'est justement la compliance et le juridique. Et notre département de compliance, pendant un moment, on était 15 dedans. Pour une société qui avait même pas 20 personnes. Donc imaginez 2 développeurs et le reste, c'était de la folie. Bon, aujourd'hui, ça y est, les process en place. Donc on est plus que 9, je pense, dans la compliance. C'est fini. Et on est plus de 25 maintenant. Donc on a quand même une proportion normale, on va dire, mais ça reste un poids. Donc, si jamais quelque chose va mal, il y a tout un système juridique en place qui, vous avez des actions des titres financiers, on sait qui appeler. Et si jamais il y a une personne qui se plaint avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les choses, ça va très vite. Et il y a toujours aux États-Unis un avocat qui va dire, moi, je vous représente en bas, ça arrivera comme ça, je vous assure. Alors, pourquoi, Oui. la question est rhétorique, mais Oui. ça me permet Bien sûr. de t'entendre nous expliquer pourquoi vous avez finalement, alors, il me semble qu'au départ, quand vous avez lancé Realty, il y avait une part des jetons qui était sous une, je sais plus quelle régulation spécifique pour être offerte à des investisseurs américains. Tout à fait, Reg D. Voilà, c'est ça. Je sais pas si ça c'est resté ou si Alors, justement vous vous êtes concentré sur ouvrir plutôt l'international. à l'international et pas aux investisseurs américains, sans doute aussi parce que ça permet de mieux dormir la nuit, même si on n'a rien à se reprocher vis-à-vis de la SEC. Alors, on a continué. Alors, il y avait Reg S pour l'international. C'est un carcan juridique. Reg D, c'était pour les investisseurs accrédités aux États-Unis. Notre but a toujours été le Reg A. Reg A, c'est l'équivalent pour tout le monde. Parce que un token à $50 pour un investisseur accrédité qui gère des millions, ça a aucun intérêt. Il s'en fout de l'histoire. Et il a l'habitude en plus qu'on lui amène l'investissement dans un petit ruban rouge avec un joli petit nœud. On s'occupe de tout, vous inquiétez pas. Alors que chez Realty, il y avait quand même Connect Your Wallet. Il fallait connecter son wallet. Et pour la plupart des gens, c'est la barrière à l'entrée. Pour un institutionnel, en tout cas en 2019, clairement. C'était aucun intérêt. Voilà. Hein. Et pour un investisseur accrédité qui a l'habitude de gérer des millions et qui a l'habitude des courbettes, c'était pas du tout le truc. Donc on a toujours voulu faire Reg A. On a continué Reg D pendant longtemps. On avait une belle, malgré le fait que c'est pas le marché cible, on a eu un beau succès. On a arrêté qu'en 2023. Et que pour l'année 2023, on se remet dedans maintenant. Parce que c'est une décision politique plus qu'autre chose, pas économique. Simplement, on a vu ce qui se passait aux États-Unis en 2023. C'est une année très difficile pour notre industrie, où c'était une année de la honte. Soyons clairs. Scandale après scandale après scandale. La SEC est devenue, donc l'équivalent de la MF1, la SEC est devenue féroce, où elle a commencé à taper avant même de regarder. Alors, nous, on avait un contact avec la SEC à travers nos avocats. Bien sûr, ils sont au courant de ce qu'on fait, etc. Mais on s'est dit, c'est pas le moment de faire notre Reg A. Donc pour tout le monde, alors qu'on avait investi et on a investi énormément dans notre Reg A. Donc pouvoir faire une offre, c'est pas une IPO, mais c'est quand même une offre publique, vraiment au public américain. C'est très lourd d'administration et de compliance et d'avocats. Et on avait tout investi, on était prêt à le faire. On a fait tout l'inverse. On a décidé de se retirer du marché américain temporairement, le temps de voir comment agir, que la SEC mette des guidelines sérieuses. Et en fait, la SEC n'a pas mis de guidelines sérieuses, mais BlackRock est venu. BlackRock a changé les choses. En validant le modèle de tokenisation d'actifs réels, ça a validé Realty. Tout ce qu'on fait depuis 2019, d'un coup, il y a des façons de faire maintenant, même aux États-Unis. Donc là, on re-rentre et dans Reg D et Reg A aux États-Unis, c'est ce qu'on est en train de préparer, et on sait comment le faire en fait. Donc maintenant, c'est clair. Donc on revient dedans. On pense que c'était la bonne chose à faire. On ne savait pas trop ce que la SEC allait faire, il y avait une incertitude. On a trop travaillé et on est trop... J'ai la barbe blanche, j'ai trop d'expérience pour me dire je laisse cette bataille aux autres. Et ben justement, BlackRock l'a prise, cette bataille. C'est un bon co-belligérant. Exactement. Et alors sur le plan plus européen, j'ai souvenir aussi, à l'époque on avait discuté ensemble en 2020 et tu avais vraiment ce projet de pouvoir t'étendre à l'Europe. À l'heure actuelle, vous n'avez pas de bien en Europe. Pour autant, vous avez annoncé, c'était il y a un an, il me semble, un partenariat avec WeSeed, donc une des principales plateformes de crowdfunding, crowd equity, etc., et qui est globalement spécialisé sur les investissements IMO sur le marché FR. Vous avez aussi 20 First Capital. Voilà, 20 First Capital.
Société de gestion. Voilà, qui a vraiment, alors j'ai plus le montant en tête, mais tu dois t'en rappeler peut-être combien il gère à peu près 6 milliards. Voilà, 6 milliards d'immobilier et autres actifs. Voilà. Donc vous avez fait on va dire une espèce d'alliance tous les trois avec le modèle initial qui était présenté, c'était le fonds qui participe, qui est majoritaire sur le sourcing des biens, assisté par WeSeed, qui donc eux auraient géré le montage pour tout ce qui était européen, et ensuite vous pour toute la partie infrastructure et communauté, blockchain, etc. Tout à fait. Où on en est aujourd'hui de cette initiative au vu aussi de la régulation, mais ça on en parle un peu après. Eh bien, en fait, non, faut en parler tout de suite. Parce que c'est ça qui est déterminant dans le projet. Ouais. C'est-à-dire, le but est donc d'émettre des titres financiers. N'oublions pas ça. Ça reste des titres financiers. Et aujourd'hui, il est parfaitement possible de tokeniser des titres financiers en Europe. France inclus, Italie inclus, partout. On peut les tokeniser. Par contre, la régulation aujourd'hui ne permet pas d'animer un marché secondaire de tokens, donc de jetons, de titres financiers, de security tokens qui sont sur blockchain, sur le DLT, Distributed Ledger Technology. Pour ce faire, il faut l'ESMA, une initiative européenne, a lancé ce qu'on appelle le régime pilote. Le régime pilote permet, au cas par cas, projet par projet, de donner des exemptions aux sociétés qui font partie du régime pilote pour pouvoir animer un marché secondaire selon les besoins de leur projet. C'est, je trouve, une idée et une initiative remarquable. C'est génial. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais franchement, les Européens ont tout compris. À la place de faire ce que la SEC a fait, qui était, vous êtes tous libres, et après venir avec le gros marteau et taper tout le monde, et je me suis dit, au moins là, il y a un environnement. Il y a des exemptions, on va tester les choses, ils vont nous surveiller pas à pas. On a des obligations de reporting, on a des obligations de mirroring, c'est-à-dire qu'on doit avoir une base de données miroir pour s'assurer que si jamais ils retirent le projet, ça continue, il n'y a pas de catastrophe. C'était bien pensé. Alors qu'en est-il? Puisque c'est génial. Ah oui, puisque c'est génial, on en est où? Malheureusement, il y a une complexité administrative et ce n'est pas l'ESMA nécessairement qui l'a imposé, ce sont les AMF de chaque pays qui exécutent ce régime pilote selon leurs considérations et leurs obligations. Et il en résulte une complexité immense qui est lourde financièrement. Ça coûte très cher. Il faut investir dans le juridique, il faut investir dans les trucs, dans les avocats, et c'est lent. Le but, donc, aujourd'hui, quand on a annoncé notre association à 3, le but était d'aller vite. Aujourd'hui, on sait qu'il faut passer par le régime pilote, on veut passer par le régime pilote. WeSeed, qui est d'abord un acteur historique du crowdfunding, a aussi un PSI, prestataire de services d'investissement, donc ça permettait d'aller vite dans le régime pilote. Et seuls les PSI peuvent souscrire au régime pilote. Donc de la même manière qu'on a des gros exchanges crypto internationaux qui ont acheté des plus petits qui avaient leur PSAN, vous passez par cette collaboration pour pouvoir être en règle. Et d'abord, TFC est une société assez remarquable dans le sens où parmi les sociétés de gestion que j'ai rencontrées, ils sont remarquablement innovants, ils veulent innover, ils sont créatifs alors ils ont un département de compliance assez lourd aussi, mais ils veulent innover, ils croient vraiment non seulement ils y croient, mais ils veulent participer à la tokenisation. Donc c'est quand même remarquable. Ceci dit, ils ont aussi une profondeur de marché et de contact que moi, en tant qu'Américain, j'ai pas. C'est tout, point. Et je cherche pas, nécessairement à l'avoir dans chaque pays. Donc cette association est géniale. On est simplement en attente de faire partie du régime pilote. Ça fait un bout de temps qu'on a démarré. Il y en a encore. C'est pas pour demain. Voilà, c'est là où on en est. En termes de rapport avec l'AMF aujourd'hui, je me doute que c'est par le biais de vos avocats, mais comment ça se passe? Alors je pose la question pas pour te mettre dans une posture inconfortable et que tu dises face à la caméra quelque chose d'ennuyeux, mais je te la pose parce que c'est vrai qu'on voit la dynamique, on va dire, de l'AMF avec un certain nombre de plateformes et d'exchanges qui sont pourtant là depuis alors, certaines non, certaines sont sur liste noire et c'est tout à fait mérité, mais on a certains même PSAN qui se retrouvent rétrogradés en attendant de pouvoir prétendre avec le règlement MiCA à tout de suite l'agrément le plus haut, mais tout ça a l'air en tout cas assez tendu, assez compliqué. On a l'air d'avoir une AMF qui a globalement quand même un peu durci le jeu.
Avec vous, comment ça se passe? Puisque vous n'êtes pas vraiment, vous êtes lié à la blockchain, au Web3, de fait, mais On n'est pas on n'est pas PSAN. du tout la même chose. Et ouais, on n'est pas soumis au PSAN parce que nous ne sommes pas un actif numérique. tout à fait. Nous sommes un titre financier. Alors, l'actif numérique se définit par la négation. C'est-à-dire, si on n'est pas une monnaie, si on n'est pas une matière première, si on n'est pas une action ou une obligation, dans ce cas-là, on peut voir si on est actif numérique. Ouais. Mais si on tombe dans une des catégories précédentes, ça y est, on en fait partie. C'est ça, Oubliez l'actif numérique. C'est le dernier de la ligne. Hein. Ouais. Voilà, le dernier de la liste. Donc, nous, on n'a pas ce souci, on en a un autre qui est le titre financier, qui est autrement Chacun plus onéreux. Chacun Voilà. ses problèmes. Alors, dans chaque AMF d'Europe, puisqu'on parle, ils ont chacun leurs soucis, on va dire, avec Realty d'une façon ou d'une autre, ou pas de soucis. Okay. Ça dépend vraiment des AMF. On a eu des communications avec 4 AMF différentes en Europe. Pendant un moment, on avait ce souci. Alors, avant, chaque pays a sa protection du territoire. Et c'est normal. Ça existe dans tous les pays du monde. Quand on fait appel au public ou à l'épargne publique, ces zones chasse gardée, c'est normal pour protéger. Ouais. Donc, il y a des règles de seuil. Si on a moins, par exemple, je crois qu'en France, puisque là c'est francophone, en France, c'était pour l'équivalent d'une SARL. On pouvait aller jusqu'à 150 personnes, donc 150 personnes qui avaient vu le projet. Pas investi, mais qui avaient vu le projet pour pouvoir investir dedans. Donc, aller sur Internet, on avait mis un petit compteur. Dès qu'il cliquait dessus, sur la page, nombre de vues, très bien. On arrive à 150, enfin 130, il y a une alarme qui sonne, on commence à faire des trucs. C'est jamais arrivé parce qu'on avait 30 personnes, 10 personnes de vues. Franchement, c'était un mur invisible. D'accord, ok, c'est bon, on passe sous les radars, l'AMF, il n'y a pas de souci. Quand c'est arrivé finalement, et on est arrivé à 130, on s'est dit, bon, là, il y a un problème. Donc, on a pris des avocats, on a commencé à parler, et là, on a vu que, bon, le système de LLC, de SARL, c'était fini. Il faut donc passer au SA, donc ce qu'on appelle aux États-Unis les C-Corp, les Incs, Incorporés, ce qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus compliqué. Mais c'est ce qu'on a fait pour pouvoir justement étendre à l'international. Et là, les limites les seuils sont bien différents. Il y a des obligations que l'on pensait, et avec nos avocats, ils nous ont conseillé de soumettre un 10. Le 10, c'est document d'information synthétique ou simplifié. Ça dépend de quel avocat on parle. J'ai jamais su lequel c'était d'ailleurs. Et on doit le soumettre. Comme quand en fait on veut par exemple investir sur du crowd equity, on a une notice d'investissement qui nous dit voilà, ça c'est les conditions, vous êtes prévenus et en plus vous pouvez tout perdre. Donc voilà, vous êtes d'accord, on y va, quoi. C'est exactement ça. Donc on l'a fait pendant longtemps. Après il y a eu un discours en disant mais attention, vous êtes une société américaine, vous n'avez pas besoin de ce 10 et en mettant ce 10, vous vous prévalez de l'autorité de l'AMF. C'était pas notre but, hein. C'était un calvaire à faire le 10. C'était un calvaire. Un calvaire. Donc, finalement, avec nos avocats, on a dit que pour l'instant, on enlève le 10 avec l'accord de l'AMF, mais on développe Realty Europe. Une société à part, européenne, soumise à l'AMF dans la juridiction où elle est constituée. Et avec, donc là, d'un coup, c'est un autre cauchemar. Parce que là, c'est l'AMF et la CPR. Mais c'est ce qu'on fait. Alors, on a enlevé le 10 temporairement, mais on s'engage à aller de l'avant avec un établissement et à faire ce qu'il faut. Ça prend du temps. Donc là, on est en structuration de l'entité européenne. Dans l'entité européenne. Alors, ça sera pas nécessairement, ça sera peut-être ou pas la France, mais on le fait. Voilà, on est en cours. C'est un projet qui sera pas fini demain, évidemment, mais il est en cours. Là, on enregistre, on est le 26 avril. Oui. Donc on a, vous avez fait l'annonce, je crois, hier ou avant-hier, de l'airdrop, donc du jeton REG. Oui, le REG. C'était un système, quand j'avais regardé, qui était un peu flou pour moi, donc tu vas nous l'expliquer, mais rapidement. Hein. Il y avait donc une histoire de NFT pour vraiment les early adopters, qui conférait certains droits, et puis une histoire donc de jetons Soon qui était attribué pendant un temps mais qui était très virtuel à l'époque, et ensuite là on passe sur la phase de une distribution très communautaire, hein, vraiment d'ailleurs c'est à noter une grosse proportion du jeton qui va vraiment être distribué à la communauté et ni à l'équipe ni à... D'ailleurs, on est en relation marketing, mais par exemple, ni au marketing. Et donc, on a là toute une phase d'airdrop que vous venez d'annoncer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous avez pensé le système, globalement, hein, et où ça nous amène sur
ce jeton aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, on a fait une distribution communautaire qui est immense comparée aux autres airdrops. Immense. On a décidé, nous, de prendre un petit pourcentage seulement. Ouais. Le but est de vraiment rendre la chose dans l'esprit dans lequel c'était créé au début, pensé au début, c'est-à-dire pour l'investisseur et pour la communauté. Ouais. Donc pour les token holders. Alors au début, ça fait longtemps que l'on parle de ce token de gouvernance, utility token, token de gouvernance, peu importe comment on veut le décrire. Ça fait des années. Ouais. En 2021, on avait fait une présentation sur ce token. Imaginez pendant un truc. Donc on est en 2024 maintenant, il s'en est passé des choses. Mais en attendant que ce token soit prêt, on a émis le Soon. Mais le Soon, c'est un token que vous gardez dans votre wallet, qui n'est pas transférable, qui n'a pas vraiment de valeur, voilà, c'est juste une reconnaissance. Il servait à quoi alors? À rien, simplement à dire, vous pourrez les convertir en token de gouvernance quand il sortira. Okay. C'est tout. Okay. C'est tout ce que c'était, rien d'autre. Donc vraiment, il servait à rien. Ouais. Et on le disait très clairement. C'est très bien. Au moins, c'est clair. Mais c'était clair, exactement. Ouais. Par contre, ça permettait de dire, quand ça viendra, il y aura un système d'échange. Finalement, on a longuement pensé ce reg, donc notre token de gouvernance, comment est-ce qu'on va le sortir, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, comment est-ce qu'on va remercier les token holders d'origine qui nous ont suivis depuis le début, comment est-ce qu'on va encourager et donner des motivations aux futurs token holders à venir et participer. Ouais. Et comment est-ce qu'on va aussi pouvoir donner des raisons aux développeurs de développer sur notre technologie qui est open source. Donc, il y en a déjà. Il y a une autre version de notre marché secondaire, YAM, qui a été créée par une autre personne qui s'appelle PitSwap, qui est incroyable, qui fonctionne très bien. Donc, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres, il y a un dashboard communautaire qui est le dashboard de référence. Ouais. Sachez-le, c'est même pas le nôtre sur le site Real, c'est vraiment le leur qui est fantastique. Donc, la communauté s'est impliquée. Ouais. S'implique et crée des outils. Il faut les remercier aussi, il faut les encourager. On s'est dit comment faire ça avec un token de gouvernance. Un seul token de gouvernance qui ferait tout ça à la fois, c'est compliqué. Et il y a une autre technologie, les NFT. Donc, ce sont des tokens, mais non fongibles, qui est quelque chose de fantastique. Mais dans ma tête, le but des NFT n'a jamais été de distribuer des chimpanzés qui fument. Enfin, c'était pas trop le but, quoi. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Je pense, moi, mon approche, ça a toujours été ça. Et franchement, je suis admiratif que ça ait fonctionné aussi bien. Donc, bravo. Mais moi, ça me serait jamais venu à l'idée. Jamais. Par contre, dans les NFT, on a pu justement émettre 3 classes de NFT qui permettront d'obtenir des règles suite au airdrop de façon proportionnée. Soit on est citizen, c'est-à-dire citoyen, c'est ceux qui sont déjà token holders jusqu'à une certaine date. Donc eux, ils ont déjà certains droits grâce à ce NFT sur les règles. Il y a l'investisseur, le token collector qu'on appelle, celui qui se dit moi je veux juste acheter des real tokens. Donc il a ce NFT, il obtient des règles au fur et à mesure du minting process. Donc oui, du process de minting, de mintage, c'est ce qu'on dit. Qui est assez bien établi aujourd'hui. Et finalement, il y a l'activity NFT. Donc c'est 3 classes de NFT différentes qui permettent d'avoir des règles d'une différente façon. Et l'activity, c'est quoi? C'est ceux qui s'impliquent et qui développent. Et avec ces 3 catégories d'NFT, on a pu englober, d'abord donner une raison originale au NFT et réelle. Et en plus de ça, on peut remercier et motiver toutes les catégories de token holders. Et on a trouvé cette approche à un airdrop très innovante, très fair play pour tout le monde. Et on est très fiers de ce qu'on a fait. Il va y avoir des deep dives, donc des présentations sur YouTube très bientôt. Donc c'est un jeton qui va être distribué ou qui l'a été? Qui va être distribué, il y a des airdrops bientôt. Et on est d'accord, il n'y a pas eu de part vendue à des VC? Non. C'est vraiment un jeton distribué, une petite part pour l'équipe et une petite part de marketing. Pour l'équipe, voilà. Mais tout ça est bien un truc. Généralement, les équipes se gardent 50%. Nous, mais c'est vrai, hein. Des fois, c'est même plus. C'est assez hallucinant. Nous, on a gardé 10%. C'est très honnête par rapport voilà. au standard Donc de l'industrie. J'aime à croire que ça va mettre un nouvel exemple dans la façon de faire. Il y a aussi cet aspect de remercier, de pouvoir grandir la communauté. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a la barrière à l'entrée, la difficulté de Realty. On a 16 500 token holders dans le monde, dans 154 pays. C'est génial.
Pourquoi on n'en a pas 160 000 ou 1 600 000? La réponse, elle est simple. La réponse, c'est la barrière technologique. Connect your wallet. On en a parlé. Ouais. Eh bien, nous, on le voit dans le onboarding process. On voit les gens qui viennent, qui s'inscrivent, qui sont intéressés. Ils commencent le truc. Connect your wallet, ça y est, on les voit plus. Ils partent. Ils reviennent plus. Donc, cette barrière technologique est réelle. Elle existe. Mais la technologie avance. Et aujourd'hui, il y a l'abstract account qui apparaît, qui est une technologie toute neuve. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup, les librairies sont pas à jour. Il y a encore ça marche dans ce cas-là, mais pas dans ce cas-là. Par contre, ça permet simplement d'avoir son wallet avec son adresse Gmail, Facebook, Twitch, Insta, whatever, Telegram, et hop, on l'a. Et toute la gestion se fait de façon non custodian, comme si c'était son wallet, mais on le voit pas. Exactement comme l'évolution de l'email. Et vous pensez à vous allier avec certains prestataires qui se spécialisent là-dedans? Parce que même en France, hein, il y a certains crypto-médias ou certains projets qui justement donnent tout ça, on va dire, à un prestataire externe qui va juste venir gérer tout le compte abstraction. Et donc voilà, tu crées ton compte avec un mail et comme tu l'as très bien dit, après il n'y a plus rien à gérer, mais tu restes en possession quand même, pleine possession de tes fonds, quoi. Alors c'est l'interface Web 2 sur un produit Web 3, mais nous on le développe en interne. Ok. En termes d'engagement de communauté, il y a un autre événement qui s'est passé récemment. Vous avez fait une levée de fonds communautaire. Tout à fait. Vous avez levé 5 millions alors tu vas sans doute me dire en quelques minutes. Moi, en gros, c'est sur moins d'une journée, tout a été plié. Moins d'une journée. Pour revenir peut-être un peu en arrière, en termes d'investisseurs connus que vous avez eu Team Draper, je pense, avant, qui avait déjà mis un billet. Tout à fait. Et donc là, vous vous êtes dit, on va passer encore à une autre étape. On libère pour 5 millions de dollars. Et quel pourcentage du capital vous avez? 6,25. 6,25 à la communauté. Donc là, c'était encore un security token directement, puisque donc c'était vraiment de l'equity directement de Realty, Real Token Inc. Du coup. Tout à fait. Real Token Technologies. Là, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Comment vous avez mûri la chose? Parce que là encore, c'est encore toujours, j'imagine, beaucoup de mots de tête du côté du département compliance. Et puis, comment vous avez vécu l'événement? Alors, avec plaisir. Depuis longtemps, tout est relatif, hein, Realty a 5 ans, mais depuis longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont dit on est intéressé par les tokens immobiliers, par les Real Tokens, les investissements dans l'actif réel, mais on aimerait surtout investir dans Realty. C'était pas vraiment dans notre radar, mais à force de l'entendre, on a dit un jour on fera une levée communautaire. Et on savait que le reg approchait. On savait qu'on commençait à mûrir, le concept avait pris du concret, hein, on allait livrer. On s'est dit, ça serait bien de faire la levée communautaire avant. On avait promis depuis longtemps hein, de la faire avant, comme ça, une fois que c'est fait, ils voient le progrès. À chaque mois, il y aura quelque chose de nouveau, il y a plein de choses qui arrivent aussi. La roadmap est assez active. Donc on a fait cette levée communautaire. Le but était de pouvoir permettre aux token holders, donc sous forme de token, d'investir directement dans le capital de Real Token Technologies, une société américaine. Seulement avoir des milliers de token holders dans la cap table d'une société ou d'investisseurs dans la cap table d'une société, c'est un enfer. Un enfer. Donc, on a décidé de créer une SPV, une Special Purpose Vehicles, donc une société dont le seul but est de détenir une part du capital de Real Token. De représenter en termes un seul intermédiaire qui va représenter la totalité des gens en dessous. Tout à fait. Et donc, c'est cette société qu'on a tokenisée. Et donc, les token holders sont token holders de cette société qui, elle, est actionnaire de Realty. Et on a décidé de le faire en Suisse. La société, donc RWA Holdings, est une société de droit suisse pour des raisons assez incroyables. La Suisse a été l'une des premières à avoir un environnement juridique assez avancé pour les tokens. Ils reconnaissent 5 catégories de tokens, les monnaies, les utilities, les gouvernances, les securities et je ne me rappelle plus même pas Ils ont tout un régime de tokenisation depuis déjà plusieurs années, avant même que le mot soit à la mode. Ça. Ouais, tout à fait. Exactement ça, c'était l'un des premiers. Alors c'est un des gros avantages, c'est aussi par moments un désavantage, mais c'est un gros avantage. Mais ils ont aussi des applications assez surprenantes parfois. Et là, en l'occurrence, ce qui nous a vraiment charmé, séduit dans la juridiction suisse, c'est qu'on peut tokeniser les parts de cette société, donc évidemment. Et à l'émission, il faut faire le KYC, donc l'identité, le truc, il faut faire tout le truc traditionnel. Tout le monde connaît aujourd'hui. Oui, de toute façon. Voilà, on a l'habitude. Donc faut le faire. Et puis par contre,
les obligations suisses à ce niveau-là sont un peu différentes des américaines, donc on est en train de se mettre à jour dessus, etc. Mais c'est pas un problème. Mais surtout, une fois que c'est fait, eh bien, il est possible de transférer ou de vendre son token à une autre personne, donc de gré à gré, sans KYC. Alors, il y a des restrictions. Lesquelles? C'est-à-dire que nous, on a fait le KYC, donc on sait qu'il a acheté. Mais après, cette personne peut le vendre à une autre personne qui n'a pas fait de KYC, qui n'est pas enregistrée. Alors, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans le monde des titres, des instruments financiers ou d'actionnariat ou de quoi que ce soit. Jamais vu ça de ma vie. Jamais. C'est unique, je pense. C'est incroyable. C'est d'une flexibilité phénoménale. Il y a quand même des restrictions. Lesquelles? D'abord, si jamais vous voulez voter, qui est quand même le but d'avoir une action, c'est de pouvoir voter, dans ce cas-là, il faut vous enregistrer. Pas de KYC, pas de vote. Vous ne pouvez pas voter sur une société suisse si on ne sait pas qui vote. Bon, jusque-là... Jusque-là, c'est normal. Et ensuite, si jamais il y a une distribution de dividendes, vous ne pouvez pas la recevoir si vous n'êtes pas enregistré. Autrement dit, il y a une fiscalité de retenue à la source, de trucs, etc., suisse, qui existe si jamais il y a une distribution de dividendes. Donc à ce moment-là, il faut s'enregistrer. Donc nous, on a créé ce token en se disant, très bien, il n'y aura pas de distribution de dividendes, c'est la valeur du token qui augmentera dans le temps. Et si Realty fait des dividendes, distribue des dividendes, ça ira dans le compte, dans la trésorerie de la société suisse, et il y aura un vote des token holders pour savoir comment est-ce qu'on va utiliser ça. Et seuls ceux qui sont enregistrés, qui ont fait les KYC, pourront voter. Normal, d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé la juridiction suisse. Ça permet donc, et ça c'est tout nouveau dans le monde, on a pu tokeniser une société, donc faire une sorte de private equity, puisque Realty, VC, private equity, peu importe à quel niveau on peut considérer qu'on est, mais il y a un marché secondaire tout de suite après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez investi dans cette société suisse et vous dites, non, j'aurais pas dû ou je veux la vendre. Vous pouvez. Et ça, c'est jamais fait avant. Et vous avez intégré, du coup, les parts d'equity au RMM, par exemple? Alors, il est tout à fait possible de mettre ces parts d'equity sur le RMM. Ok, très cool. C'est là où on voit justement c'est là où on voit la puissance de la blockchain. C'est là où on voit la puissance de pouvoir combiner les différents protocoles qui existent. C'est ce que mon Chief Blockchain Officer, Michael, a appelé ça jouer le Lego. On a un bloc là, on prend ce bloc là, on les met ensemble et on crée quelque chose de nouveau. C'est super intéressant. On peut passer d'une part d'immobilier à une part de la société qui détient toutes les parts de... c'est vraiment super intéressant. Donc la levée s'est très bien passée. On a fait les 3 premiers millions dans les 3 premières minutes. Et après, le reste est de mis plus de temps. À 90%, on a arrêté, interrompu le processus pour permettre à ceux qui sont sur un autre fuseau horaire de pouvoir investir. En fait, on voulait le faire à 80%, mais ça a été trop vite. Donc, on l'a stoppé à 90% et 12 heures après, donc, on a fait le reste. Donc, ça a été assez vite. Au-delà de faire rentrer et d'intéresser la communauté, une partie de la communauté vraiment directement au capital, l'idée avec ces fonds, c'est de développer quoi, précisément? Parce que sur un modèle, tu vois, où je t'entends, donc en fait, avant, ça vous est arrivé d'acheter des biens en direct, mais c'est plus trop le cas. La majorité des biens, vous les faites financer par la communauté, donc vous présentez le bien avec toutes les perspectives, et le fait qu'il soit financé fait que ça permet l'achat. Niveau technique, j'imagine que, sauf grande révolution, globalement, comme tu dis, vous développez tout ce qui est account abstraction, mais globalement, vous avez déjà un truc qui est très solide. Donc en fait, ces fonds, ils servent à quoi? Alors, la technologie très solide, la réponse est non. La réponse est que la technologie, on l'a démarré sur des plateformes, avec des outils comme WordPress, etc., qui sont pas chers, où on trouve des développeurs rapidement et facilement. Et on doit changer tout ça. On a atteint la limite de ce que peuvent donner ces outils. On atteint la limite. Du coup, ça répond à ma question, effectivement. Donc, le budget de développement est important. On est en plein chantier en ce moment. En plein chantier. Et on a besoin d'investir dedans beaucoup. Mais surtout, c'est le juridique. À chaque fois qu'on veut ouvrir un nouveau marché, pour pouvoir émettre des titres financiers de ce pays, il y a un investissement juridique. Jusque-là, on le faisait l'un après l'autre. On démarrait, on investit. En ayant fait cette levée de fonds, on peut le faire de façon concomitante. On fait à la fois le UK, la France, l'Amérique latine et l'Asie. Ça coûte combien? Alors, si tu veux pas me répondre, tu me le dis. Bien sûr. J'écoute. Question indiscrète, tu me dis. Pas de problème. Ça coûte combien, justement, de pouvoir s'ouvrir au marché français sur tout ce versant compliance? Parce qu'on entend pas mal de chiffres circuler. Alors, sur le versant PSAN, ça coûte tant de faire un PSAN, ça coûte tant de faire ça. Vous, sur la tokenisation, ça coûte combien? C'est régime pilote. Le régime pilote, ça va vraiment dépendre des avocats. Mais en gros,
si vous pensez que vous allez vous en tirer à moins de 300 000 euros, vous avez rien compris. Et avec 300 000 euros, c'est le début. Ok, super. Parce qu'après, il y a tout ce qui suit. Parce que c'est un pan. Donc, généralement, on regarde 500 000 et plus. Et c'est ce qu'il faut regarder. Et après, le temps et l'investissement et le travail. Ce qui n'est pas inclus dedans. Mais vraiment, c'est ce que je pense. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui disent, mais il est fou, avec beaucoup moins, on s'en sort, ou avec truc, ou ça. Oui, bon. Après, Voilà, chacun voilà. Mais... C'est exactement ça. Tout à fait, ok. Donc, majoritairement, les fonds servent vraiment à essayer de développer, de s'ouvrir ces nouveaux marchés-là. De façon concomitante. Aussi bien au UK, qui d'ailleurs a lancé leur régime pilote il y a 3 semaines. L'équivalent, et d'autres juridictions comme ça. Oui. Okay. Et après, il y a l'élément dernier qui est le marketing, qu'on n'a pas fait énormément, mais que l'on compte faire en Amérique latine et en Asie, où on a une forte communauté en Asie, notamment en Corée du Sud, mais qu'on travaille mal parce que la barrière de langage. Ouais. Donc le marketing nous permettra d'avoir dans plusieurs langues d'Asie ce qu'il faut. Ok, très clair. Écoute, sur la roadmap donc, des prochains mois, tu as ouvert un certain nombre de portes. Tu peux pas forcément commenter sur toutes, mais donc on a cet airdrop qui arrive très bientôt. Oui. La recherche de développement donc d'autres marchés, notamment européens, et comme tu as dit, Amérique latine, Amérique centrale. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans les cartons? Tu as mentionné au début d'interview, ça j'ai pas oublié, le fait que l'idée quand même, à terme, c'est de pas forcément rester cantonné aux actifs immobiliers. Est-ce que tu peux commenter là-dessus? Oui, Qu'est-ce que vous envisagez? Alors, la technologie qu'on a développée, que là on modernise donc à travers une nouvelle plateforme, elle va s'ouvrir en marque blanche. Okay. On a déjà une société qui s'appelle CleanSat Mining, qui utilise notre technologie, qui permet de faire du minage de Bitcoin sur des containers, dans des containers, et ces containers sont placés dans des endroits stratégiques dans le monde, là où ils ont besoin. Vous ferez ça après, vous les fragmentez en termes d'investissement. Et ça, c'est cofondé avec Richard Détente. Et Richard Détente. C'est ça, Richard Détente et Gouspillot. Donc, ça a permis, donc c'est basé sur la technologie en marque blanche. Hein. Et on s'ouvre aujourd'hui en marque blanche avec d'autres projets qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, mais qui vont donc tokeniser et permettre d'utiliser tous les outils de l'écosystème qui a été développé par RealToken et ses membres, et de pouvoir en profiter dans la tokenisation d'actifs réels. Et donc, on espère que le REG, on vise à ce que le REG, un token de gouvernance, soit un lien entre ces différents marchés, justement, qui vont apparaître. Et nous aussi, on cherche à tokeniser donc d'autres types d'actifs que l'immobilier. Mais, comme je l'ai dit, on fait ce qu'on connaît. Oui, moi, je connais l'immobilier, donc j'ai fait de l'immobilier. Je dois m'associer avec des gens, soit qui veulent l'utiliser en marque blanche, ce qui est possible, soit qui veulent s'associer à Realty dans leur domaine d'expertise, avec toujours en tête le souci de l'investisseur. Parce que une des barrières et des difficultés qu'on a rencontrées dans Realty, c'est on s'est dit très bien, on a fait la preuve du concept, on va attirer plein de gens qui ont de l'immobilier sur notre plateforme. On va leur dire, amenez donc votre immobilier, vous sur la plateforme, voici comment ça marche, on va grandir ensemble, vous allez faire du marketing. Le souci qu'on a eu, c'est que dans tous les cas, tous, la personne qui amène son immobilier sur la plateforme a un souci, c'est de le vendre au plus haut prix possible. C'est un peu normal. Pourquoi on n'y a pas pensé? Pourquoi on sait que pourtant tout le monde aurait pu dire, bah voyons, faut réfléchir, quoi. Enfin, voilà. Eh bien, ça va contre la philosophie après de l'investisseur qui, lui, ne connaît pas nécessairement le marché dans lequel il va investir à l'autre bout du monde. Et donc, on ne s'est pas entendu. Et on n'a pas réussi à faire de telles associations. Partenariats, je veux dire, qu'on voulait faire. Donc, ce concept de marque blanche marche mieux. Et c'est la voie que l'on prend aujourd'hui. Ok. Écoute, est-ce que tu vois un sujet ou une question qu'on n'aurait pas abordée sur la petite heure et demie qu'on vient déjà de passer ensemble? Si jamais, dis-moi. Très bien. Je pense qu'on a couvert déjà beaucoup et il y a quelques scoops aussi, notamment pour la marque blanche aussi. Hein. Oui, il y a d'autres types de tokens aussi qui vont venir, donc on peut finir dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a proposé donc des tokens. On a vu le token qui représente une part d'une société. D'accord, donc une action ou une part d'une société, peu importe comment on voit. On va faire aussi les tokens obligataires, parce que c'est vrai que il y en a qui disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rendement. Je veux pouvoir prévoir. Sincèrement, le fait que je peux le revendre peut-être avec une plus-value dans 10 ans, je m'en fous un peu.
C'est plus une manière de solidifier du Voilà. rendement certain Exactement. dans la crypto avec ses actifs crypto. Et il se trouve que c'est quelque chose qui est connu en plus dans la fragmentation, puisque c'est le modèle des crowdfunders à la base. Mhm. C'est une obligation, c'est un titre, enfin un instrument de dette. Ouais. On va dire, c'est une dette. Ouais. Donc donner une rentabilité fixe avec un petit bonus éventuellement à la vente, mais généralement c'est faible. C'est un bon outil. Donc on va le proposer aussi. Mhm. Donc on va avoir des tokens de différentes natures qui vont apparaître dans les semaines, mois à venir. Ok. Ça fait partie de la roadmap. Voilà. Écoute, Donc c'est un beau teasing. Voilà, Très cool. exactement. Alors donc je rappelle que comme dans toutes nos vidéos, toutes nos interviews, donc vous avez tous les liens utiles en description et que je vous invite à aller tester la plateforme de Realty. Vous avez le lien d'affiliation qui normalement devrait s'afficher sur l'écran, mais de toute manière est tout en haut de la description. Donc si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à le suivre et puis ça vous permettra un peu d'essayer tout ça. Peut-être le mot de la fin pour toi, du coup Jean-Marc, si tu voulais je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais que là, l'audience qui vient de nous écouter retienne vraiment de ce podcast, le truc à ramener à la maison? Pour toi, c'est quoi concernant Realty et toute cette aventure? C'est que la tokenisation d'actifs réels arrive à grands pas. Ouais. Realty est l'écosystème le plus riche actuellement, avec le plus d'options et d'outils. Laissez-vous tenter, c'est $50. Essayez. Si ça vous plaît, peut-être que vous déciderez de grandir avec nous. Si ça vous plaît pas, c'est liquide et vous aurez au moins fait l'expérience. Écoute, t'as tout dit, je pense. Merci beaucoup d'être venu pour ce podcast. Merci pour ton temps. Et puis, écoutez, comme dit, tout est dans la description et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast sur le JDC. Jean-Marc, je te remercie. C'est moi qui vous Et on se remercie. dit à une prochaine fois. À très bientôt, Merci. j'espère. Merci.